Nous poursuivons en fait sur la thématique de la vie éternelle. Nous en sommes à la 7e séance. Ce que nous avons traité jusqu'à maintenant, c'était par séquence de 3 séances. On a traité d'abord la reconnaissance de l'un, ensuite on a traité l'excellence comme expérience de l'un, et là nous entamons maintenant la ferveur comme expérience de l'un. Chaque fois, il y a 3 modules. Donc, pour ce premier module, là, cette première séance, dans ce cycle sur la ferveur comme expérience de l'un, on va traiter à travers le conte de l'esprit dans la bouteille, la ferveur d'être, la nécessité d'être. Et nous allons partager des témoignages sur des moments d'être où, de manière très claire dans notre vie, nous nous sommes sentis appelés par notre être, par une qualité de notre être, et à demander à être choisi en priorité dans notre vie. Hein? À l'image de ce conte de l'esprit dans la bouteille, où, si j'entame une première résonance de ce conte, où le père et fils se trouvent confrontés à la même situation de conditions d'existence très... Donc, dans ce conte de l'esprit dans la bouteille, père et fils sont confrontés à la même situation, c'est-à-dire des conditions d'existence de bûcherons dans la forêt, avec une vie très étroite, avec des ressources très étroites, du labeur. Et le bûcheron, appelé justement à une autre existence, ou en tout cas à sortir de ce marasme, fait le vœu pour son fils d'une vie différente, et il a économisé suffisamment d'argent pour l'envoyer à l'université. Malheureusement, il n'y a pas eu assez d'argent, vous vous souvenez, et le fils doit rentrer. Pour le père, c'est la catastrophe, c'est la rupture dans son souhait, dans la mise en mouvement de ce souhait, de cet accomplissement, c'est une rupture et c'est un échec. Et ça engendre chez lui une colère, un cynisme, voilà, une colère principalement. Alors que chez le fils, on voit une attitude différente, bien que les conditions soient les mêmes. Lui, déjà, il a été touché par le cadeau de son père, cette réserve d'argent qui lui a permis d'aller à l'université. Ensuite, à l'université, porté par ce don de son père, il s'est ouvert aux apprentissages, il s'est ouvert aux relations, il a été porté par ses professeurs et il a connu comme le début d'un accomplissement, d'une sortie d'existence de bûcheron certaine. Même si cela s'est interrompu, il garde quelque chose de cette vitalité, du mouvement d'accomplissement qui a été engendré par ce début d'expérience à l'université. Et quand il rentre avec cette vitalité de quelqu'un qui a déjà connu quelque chose, l'énergie de l'accomplissement, bien que ça se soit interrompu, néanmoins, cette énergie est encore là. Vous savez, comme quand on fait un rêve la nuit, au réveil, on a l'énergie de notre rêve, même si on se rend compte que ce n'était qu'un rêve, néanmoins, il reste quelque chose de l'énergie. Et ça va bien sûr s'éteindre au fil de la journée, mais on s'est réveillé avec cette énergie. Et comme il arrive, il revient chez son père avec l'énergie de l'accomplissement que son père avait projeté, malheureusement que son père n'a pas intériorisé. Si bien qu'on a 2 postures différentes par rapport aux conditions de bûcheron maintenant. On a la posture laborieuse du père et en échec, et on a la posture du fils qui s'est ouvert à la perspective de l'accomplissement dans une vitalité qui va lui permettre de rencontrer ce génie dans la bouteille d'une manière tout à fait particulière. D'abord, c'est une rencontre en confrontation un peu abrupte, où on voit comment le fils, dans l'énergie qu'il a, l'énergie d'accomplissement, la vitalité qu'il a, il entend. Il a assez de recul, ça lui donne assez de recul pour entendre
la forfanterie, la vanité du génie et le mettre au défi de retourner dans la bouteille. C'est une idée géniale. Là, on sent bien dans la vitalité qui est la sienne. Par habiter de cette énergie d'accomplissement, il a assez de recul pour ne pas se laisser impressionner plus que ça par le génie, qui est réellement impressionnant, parce que le génie lui annonce qu'il va lui fracasser la tête. Mais il a assez de recul et de vitalité pour entendre la vanité du génie et avoir l'idée géniale de défier à retourner dans la bouteille. L'autre se fait prendre. Il retourne dans la bouteille. Il rebouche la bouteille. Vous trouvez? Et là s'ouvre une deuxième partie de l'histoire qui nous pose question d'ailleurs à nous. Le génie l'appelle, lui dit attention, tu passes, ouvre-moi, je t'en prie, ouvre-moi, tu passes à côté de ta chance. Et bien sûr, il va lui rouvrir quand il a réussi à échapper à la mort avec assez d'habileté. Et il n'est pas sûr du tout, il n'a pas confiance dans le génie. D'ailleurs, vous-même, à sa place, c'est la question que l'histoire pose à chaque auditeur. Est-ce que vous ouvriez la bouteille? Vous voyez, cette question se pose toujours. Quand on entend cette histoire, on arrive à un moment où, en tout cas, si on raconte cette histoire à quelqu'un, on arrive au moment où il faut demander à la personne si elle rouvrait la bouteille. Si elle était à la place du jeune étudiant, est-ce qu'elle ouvrirait la bouteille de nouveau? Et on sent bien que là, la vitalité n'est pas la réponse. C'est comme si vous avez fait des tonneaux sur l'autoroute et que vous êtes retombé sur vos roues, vous dites « Waouh, comment j'ai pu échapper à ça ?» Vous n'êtes pas prêt à refaire des tonneaux un peu plus loin sur l'autoroute parce que rien ne vous assure que ce coup-là, vous retomberez sur vos roues. Vous pouvez mourir à cette occasion. Donc, on sent bien que ce n'est pas sur les ressources personnelles qu'on peut ouvrir la bouteille. Et on a échappé de justesse, d'une certaine manière, l'invitation, souvent d'ailleurs, dans les 1000 et une nuits, je crois que c'est ça, comme ça que l'histoire est racontée, on invite à ne pas ouvrir la bouteille, à être assez malin pour en rester là. Mais l'histoire, là, dans l'esprit de l'esprit dans la bouteille, est plus intéressante, dans la version du conte de Grimm, parce qu'elle pose vraiment la question, est-ce qu'on peut rouvrir la bouteille? Et manifestement, le conte nous montre que oui, bien sûr, il faut rouvrir la bouteille. Ce serait trop dommage de ne pas rouvrir la bouteille pour l'accomplissement qu'il va y avoir à la fin de l'histoire. Mais comment vous trouvez la ressource pour ouvrir la bouteille? Et on sent bien que ce qui va jouer, ce qui va être déterminant pour ouvrir la bouteille, c'est le retour à l'intérieur de soi sur la qualité d'être, en réalité, qui implicitement, en arrière-plan, a trouvé son expression depuis le début de l'histoire pour le jeune étudiant, à savoir une qualité de chance, une qualité de bénédiction de la vie, de béni de la vie, vous voyez, quelque chose comme ça. C'est comme ça qu'il a reçu le don de son père, comme une chance magnifique, comme une chance inattendue, imprévisible. On voit bien que le père est assez rustre et il n'attendait pas ça, il n'espérait même pas ça. Son père a fait ça, a mis de l'argent pour l'envoyer à l'université. Parce que le père a été appelé à changer d'existence. Vous voyez, c'est dans une sorte d'appel d'être, ça, vous connaissez bien. Le père a un appel d'être, changer les conditions d'existence, qui se répète depuis des générations et des générations. Et il s'est levé pour ça et il a projeté, mais il l'a projeté dans une vision extérieure. Alors que, si bien que quand le fils rentre avec une certaine figure d'accomplissement, il ne le reconnaît pas. Pour lui, c'est un échec. Il n'a pas le diplôme, il n'a rien. C'est comme si rien ne s'était passé, ce qui est une mauvaise vision. Parce que le père n'a pas vu à partir de l'intérieur. Ce que le fils a fait, en fait, quand il rentre, il se trouve devant donc, le génie, c'est en se rassemblant sur l'éveil de cette qualité, à savoir, il est comme un béni de la vie, comme un chanceux. Son père l'a béni dans sa générosité. Ensuite, les apprentissages
passage à l'université, les relations avec ses confrères, ses collègues, enfin, je ne sais pas comment on dit, la relation avec les professeurs, la manière dont ça l'a porté, ça lui a donné le goût d'être comme un chanceux. Hein, vous voyez ça, vous imaginez bien, je pense. Hein, c'est facile à ressentir. Et c'est en revenant sur l'intérieur de lui-même, c'est par un retour sur cette qualité d'être, qualité infinie, il décide de rouvrir la bouteille. Parce que s'il ne rouvre pas la bouteille, il sera un chanceux, il ne pourra plus être un chanceux. Il sera quelqu'un qui a laissé une chance derrière, une chance à laquelle il n'aura pas répondu, l'appel de laquelle il n'aura pas répondu. Comment peut-il se dire chanceux quand il n'a pas répondu à l'appel de la chance? C'est fini. S'il n'ouvre pas la bouteille, il se tue, en fait. Il tue cette qualité d'être à laquelle il s'est référé, en fait, jusqu'à maintenant. Donc, le choix qu'il fait, ce n'est pas tant de rouvrir ou non la bouteille, c'est de choisir sa chance. C'est de se donner cette qualité d'être. Vous voyez? Est-ce que vous sentez ce que je veux dire, même si je ne le dis pas forcément très adroitement? C'est ça qu'il faut qu'on comprenne dans cette histoire. Et c'est vraiment de la ferveur pour l'être. Entendez ça comme de la ferveur pour l'être. C'est pour ça que j'ai placé cette histoire à cet endroit, parce qu'elle vient nous montrer comment, dans notre vie, il peut nous arriver d'avoir à choisir pour des qualités d'être. Cela nous est arrivé. Nous avons certainement eu des moments d'être où ce qui était en jeu, c'était le choix de l'être, par une ferveur, par une priorité que nous pouvions être amenés à donner. Je vous ai donné un exemple, moi, hein, dans un exemple de ma vie, une chose qui m'est arrivée. J'aurais pu citer, j'ai d'autres exemples de cette nature, mais voilà, m'est revenu cette occasion, un moment assez significatif où je vais avoir une trentaine d'années, étant il y avait, je travaillais, j'étais éditeur et je travaillais dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés et il y avait un peintre qui exposait sur les grilles de l'église Saint-Germain-des-Prés, exposait ses toiles dans la rue et ça avait de la gueule, c'était fort et le type était vraiment engagé dans sa peinture. J'avais regardé, c'était intéressant. J'avais parlé avec ce peintre et en parlant, j'avais vu combien il était vraiment dans l'aventure de la peinture. Une aventure que moi j'ai connue à une certaine époque de ma vie. À une certaine époque de ma vie, j'ai fait de la peinture, je voulais être peintre. J'étais dans l'écurie d'une galerie qui était tenue par un dominicain devant Notre-Dame, la galerie du Haut-Pavé. Et j'étais jeune, hein, j'avais 20 ans, 21 ans, 22 ans, j'étais étudiant en droit à l'époque, mais je faisais aussi de la peinture et j'avais envie de devenir peintre. Et j'avais un ami peintre qui m'avait fait entrer dans cette galerie et je n'ai jamais exposé parce que le galériste, pour lui, j'étais pas mûr, mais ça savait. Néanmoins, j'étais dans cette aventure. Et puis j'avais 21, 20, 21, 22 ans. Et je suis parti aux États-Unis où j'ai fait une école graphique à New York pour entrer dans les arts commerciaux, si vous voulez, entrer dans la publicité, etc. Bref, je me suis un peu éloigné de la peinture, mais j'avais toujours ça en tête, à l'esprit. Puis les circonstances ont fait que de retour en France, je travaillais un peu dans la pub, mais de retour en France, en fait, je suis rentré dans l'édition. Voilà. J'ai été plus loin dans la pub, j'ai renoncé à la peinture. Bref, vous voyez, d'une certaine manière, je m'étais détourné d'une chose qui m'a. Je ne me suis jamais trop alarmé là-dessus. Les contes ont été une découverte au moins équivalente à ce que la peinture a appris en moi. Vous voyez, j'ai vécu une aventure avec les contes que j'aurais pu vivre dans la peinture. D'ailleurs, j'ai un fils qui est peintre et qui est dans l'aventure de la peinture. J'avais 30 ans, donc j'étais éditeur. J'avais pas encore. Donc j'étais un peu dans la frustration. Il me manquait quelque chose dans ma vie, hein, si je peux vous raconter comme ça. Et je me souviens que discutant sur le trottoir, donc devant l'église Saint-Germain-des-Prés, devant ces tableaux, etc., j'ai envié ce. Et j'ai eu envie. J'ai déconsidéré ma vie et j'aurais aimé avoir sa vie.
j'ai eu honte, vraiment, j'ai eu honte de ça à ce moment-là. Et je l'ai vu. Et vraiment, c'était moche. C'était de se dévaloriser et de compter, vous voyez, de compter, parce que ma situation, elle était très précise. J'étais dans une maison d'édition, je n'étais pas satisfait de ce que j'y faisais. C'est intéressant, hein, c'était une vie intéressante, mais c'était pas, ça ne comblait pas l'appel qui était en moi. Et je voyais quelqu'un qui avait répondu à cet appel. Donc, j'ai eu de l'envie pour lui. J'ai envié sa vie au mépris de la mienne, si je puis dire. Enfin, bref, je peux rentrer là-dedans, c'est ça. On a tous des moments comme ça, à un certain moment. Une chose d'ailleurs qui est fréquente chez les artistes, chez les peintres. Quand vous allez visiter des expositions avec des peintres, si vous êtes avec des peintres, moi je me souviens, j'avais un ami peintre, quand on allait visiter les expositions, chaque fois, on faisait le tour de l'exposition et lui il disait c'est de la merde. Et ils sont très jaloux les uns des autres, les artistes. C'est incroyable. Toujours à dire, à se rassurer en méprisant le travail des autres. C'est de la merde ce qu'il fait. Vraiment, c'est nul. C'est de la merde. Pas toujours comme ça, hein, bien sûr. J'ai souvent entendu ça. J'étais dans une situation similaire où vraiment j'avais envié ce peintre. Et j'ai détesté ça en moi et je me suis juré de ne jamais compter dans ma vie. De ne plus compter. Si j'ai compté une fois, c'était peut-être la première fois où je comptais, plus jamais je ne compterai. Et immédiatement, je me suis engagé là-dedans et tout de suite, j'ai pris en main ma situation professionnelle et je l'ai fait évoluer comme, en partie, comme vous le savez, puisque j'ai créé la Voix des Contes, j'ai changé de métier, etc. Vraiment, c'est un appel de l'être. Voilà quelque chose que je peux raconter comme appel de l'être et je pourrais dire une sorte de générosité de l'être. Vous voyez, si je veux qualifier donner un nom à cet appel de l'être qui est certain, je dirais, voilà, c'est la générosité qui m'a appelé, la générosité d'être d'une façon complètement entière, exactement comme chanceux, le sens de la chance, ça appelle l'étudiant à rouvrir la bouteille. Alors, c'est sur ce genre d'expérience que j'aimerais qu'on échange parce que dans la construction, bonjour Anne aussi. Salut. Dans la construction des séances que nous allons vivre là sur la ferveur d'être, une expérience de l'âme. Donc la première chose que nous faisons, et avec cette première séance là, dans ce cycle de la séance, c'est d'identifier des qualités d'être qu'on aura rencontrées dans notre vie et qu'on aura préférées avant tout, pour lesquelles on se sera engagé. Parce que si engagé, être appelé implique un engagement. Et l'engagement permet une invocation. Dans ma vie, il m'est arrivé par la suite de revenir sur cet engagement pour ne pas compter. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de me trouver face au fait de compter ou non. Et j'ai de nouveau vécu cet engagement, cette promesse de ne pas compter, le choix de ne pas compter. Et d'une façon générale, je ne compte pas. Voilà. Ce qui ne fait pas forcément une vie brillante, hein, on ne peut pas dire. En tout cas, je ne compte pas. Et c'est intéressant de mesurer comment un engagement pour une qualité d'être est déterminant, hein, en engagement et en invocation. Donc, je vous inviterai à réfléchir à ça, parce que dans la prochaine séance, nous verrons à travers un autre conte comment l'un, si on peut dire l'être unique, lui-même a de la ferveur. Il y a une ferveur du soi. Et on regardera cette ferveur du soi. Donc, on peut avoir, nous, une ferveur pour l'être, mais l'être lui-même, l'être total, de tout, a une ferveur lui-même. Et il sera intéressant de mesurer cette ferveur à travers un conte. Car si on peut à la fois associer notre ferveur personnelle à la ferveur du tout, il y a une alliance possible qui est vraiment intéressante, que j'aimerais que nous regardions ensemble, en fait, dans une troisième séance. Donc, sur ce thème de la ferveur, on va regarder notre ferveur d'être, la ferveur du tout, et ensuite une communion possible de ferveur du tout et de notre ferveur d'être pour donner lieu à des émergences.
hein, dans le monde, dans l'expérience, enfin, dans notre existence. Voilà en gros la perspective, si je suis clair. Et la séance d'aujourd'hui est une séance réservée à exprimer notre ferveur de l'être, comment dans notre vie nous avons eu l'occasion de vivre cette expérience, d'avoir à choisir une qualité d'être, de l'avoir vraiment donné une priorité dans notre existence. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça va?